Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Sans Filtre, l'émission politique de la semaine, enregistrée comme d'habitude depuis le Cercle des Parèges, une émission organisée toujours en collaboration avec Orange et avec la maison Bianchi et notre partenaire audiovisuel White Vision. Comme vous le savez, cette émission sera diffusée sur le site de la semaine, sur ses réseaux sociaux. Elle sera aussi disponible en format podcast. Elle sera aussi diffusée chez nos amis de Moselle TV et fera bien évidemment l'objet d'un retour dans notre hebdomadaire. Une émission spéciale, une nouvelle fois, puisque à 4 mois des municipales, nous avons voulu, avec Aurélia Salinas, rédactrice en chef de la semaine, ne pas recevoir un invité, mais 3 invités, 3 maires, qui ont pour particularité d'achever leur tout premier mandat dans cette fonction. Et donc, ils nous feront part de leur retour d'expérience en répondant en quelque sorte à cette question un peu générale. Alors, c'était comment ? Effectivement, Stéphane, pour cette émission un peu première fois, nous recevons Delphine Firsion, la maire de Longeville-les-Metz. Bonjour. Bonjour Aurélia, bonjour Stéphane. Philippe Gleiser, le maire de Laurie-les-Metz. Bonjour à tous. Et un peu plus au nord du département, Franck Roviro, le maire de Moyeuvre-Grande. Bonjour à tous. Et merci à tous les 3 d'avoir accepté notre invitation. Une première question un peu pour sentir comment vous avez traversé cette aventure un peu particulière qui est d'être maire. Une question à la fois simple et compliquée, peut-être avec vous, Delphine Firsion. Si vous deviez résumer votre mandat en une phrase, quelle serait-elle ? Un mandat sur la proximité, le dynamisme de l'équipe municipale et puis l'envie de faire des choses et ce qu'on a réalisé au sein de la commune de Longeville. Franck Roviro ? Je dirais un mandat qui a servi de démarrer la transformation de la ville, avec aussi beaucoup de contacts avec la population et un quotidien assez chargé. Et Philippe Gleiser ? Moi, je vais essayer en un mot, du coup, du plaisir. Voilà, beaucoup de plaisir à exercer la fonction et surtout sur le volet du lien social, de la relation avec les gens. C'est vraiment ce qu'il y a d'intéressant et de gratifiant. Alors l'objectif de cette émission aujourd'hui, c'est de regarder un peu comment effectivement vous avez vécu ce premier mandat-là. On ne va pas parler particulièrement de politique au sens comme on l'attend habituellement, ni de mandat. Voilà, malheureusement pour vous, vous ne pourrez pas faire votre bilan de mandat. C'est pas l'objet de cette émission. Mais on voudrait savoir avec Aurélia, c'est un peu ce qui se cache un peu derrière, j'allais dire, l'écharpe du maire. Et peut-être pour faire un peu plus ample connaissance, vous allez nous expliquer comment on devient maire. Alors non pas le processus électoral, bien sûr, mais chacun d'entre vous, voilà, comment vous êtes retrouvé en position d'épouser l'action publique. Est-ce que c'est une vocation depuis tout petit ? Est-ce que c'est une vocation familiale ou d'autres ? Je sais pas. Franck, on va commencer par vous. Alors moi, c'est un peu particulier puisque j'étais à l'époque footballeur dans la localité, capitaine de l'équipe, et puis le maire de l'époque, c'était en 95, voulait des jeunes dans son équipe et il m'a sollicité pour faire partie de cette jeunesse et de ce renouveau de sa liste, sur sa liste. Donc j'ai accepté effectivement dans un premier temps. Il m'avait dit tu restes en fin de liste et puis ça me permettra d'avoir la jeunesse. Et puis au fur et à mesure que les rendez-vous se sont faits pour préparer justement ces élections-là, je suis allé le voir et je lui ai dit monsieur le maire, monsieur le maire, est-ce que vous pouvez me remonter un petit peu dans la liste ? Chose qu'il a faite. Et puis coup de chance, il y a eu 22 élus sur la liste majoritaire qui a été choisie, qui ont été votés, et j'étais 22e. Donc je suis resté tout doucement. Et puis après, j'ai grandi progressivement au sein de la municipalité, conseiller municipal, adjoint au maire, premier adjoint, et puis voilà. Définition, comment ça s'est passé ? Comment vous êtes arrivé à être sur une liste ? L'envie de faire bouger les choses et l'envie de rendre la commune de Longeville beaucoup plus dynamique qu'elle ne l'était. Et je crois qu'on a réussi et vraiment, j'en suis fière aujourd'hui. Mais c'était pas prévu à l'origine, c'était pas quelque chose que vous avez envisagé depuis longtemps. C'est parti d'un projet que j'ai défendu il y a quelques années maintenant. On était pour la défense des coteaux du Saint-Quentin. Ouais. Et puis, je pense que les gens avaient aussi envie de cette mobilisation-là pour protéger ce site. Qui est quand même le poumon vert de toute la métropole, qui est très fréquenté. Et on avait envie vraiment de cette préservation. Et je pense que les gens nous ont entendus. Et puis, à l'époque, on a fait une très belle campagne municipale
Donc on est passé, bon c'est sûr on n'a pas été aidé, il y avait le Covid, mais on a réussi à faire bouger les choses et avec nous les administrés étaient vraiment très contents. Alors je précise évidemment, tous les trois, vous n'êtes pas ce qu'on appelle des professionnels de la politique, hein, c'est-à-dire que vous avez un métier, on y reviendra peut-être tout à l'heure, un métier tous les trois. Alors avec un cas un peu plus particulier, un peu différent pour Philippe Glaisère, parce que vous êtes, je le disais, un peu plus tombé dedans petit, en tout cas dans l'engagement citoyen. Parce que voilà, je vous laisse... Oui, effectivement, ouais, Stéphane. Moi, j'ai commencé très tôt le contact avec la politique. Déjà, j'ai un père qui a fait de la politique à un moment, qui était fonctionnaire territorial, et je suis moi-même fonctionnaire territorial, en ayant travaillé essentiellement en cabinet et au cabinet du département. Donc, forcément, on est dans l'ombre du politique en permanence. On voit, on goûte la vie politique. Voilà, donc ça aiguise à un moment l'envie. De changer, de se dire tiens, on va passer sur le volet politique, mais ça se construit aussi sur un plan plus personnel, avec le monde associatif, avec les enfants qui vont à l'école, avec l'association de parents d'élèves, avec voilà, donc progressivement on rentre dans la vie du village, dans la vie quotidienne, et on a envie de construire, de faire des choses, de faire bouger les choses. Voilà, moi c'est ce qui m'a beaucoup motivé à l'époque, et donc d'aller sur ce mandat. Voilà, donc je me suis engagé très tôt quand je suis arrivé sur ma commune, parce qu'il y avait des intérêts par rapport aux enfants, à la famille, au monde associatif. J'ai été éducateur sportif pendant 10 ans au FC Lori Platteville. Donc voilà, c'est le genre de choses qui fait que derrière, on a envie effectivement de participer à la vie du village. Et entre le moment où on est dans une équipe municipale comme vous, Franck Roviro, et vous aussi, Philippe, et le moment où on se dit j'y vais avec mon nom, je suis en première ligne, il y a un déclic, il y a quelque chose qui se passe dans la tête, ou c'est une décision finalement qui se construit petit à petit au fil des années? Pour moi, c'est une décision qui s'est construite progressivement, compte tenu du fait, comme j'ai dit tout à l'heure, je passe de conseiller municipal à adjoint au maire, ensuite premier adjoint, et de façon naturelle, j'ai senti que c'était le moment d'avoir cette réelle responsabilité qui est celui d'être un maire d'une commune. Alors, moi, la démarche est totalement différente parce que je suis parti en opposition en fait, et en tête de liste tout de suite. Allez, je raconte la petite histoire. J'avais pas vraiment l'intention de me présenter en 2014 à Lori des Messes, où j'ai perdu à l'époque. Mais c'est Marie-Louise Kunz, qui était conseillère départementale du canton, qui est venue un jour me voir en me disant il y a des gens qui veulent monter une liste à Lori parce qu'ils veulent que ça change et que ça bouge. Ils souhaiteraient te rencontrer. Donc on s'est rencontrés dans une arrière-boutique d'un bar à Saulny. Incognito, c'est ça? Incognito, avec 3-4 futurs colistiers. Et c'est là qu'eux m'ont dit on cherche une tête de liste en fait, on cherche pas un colistier, on cherche une tête de liste. Est-ce que ça t'intéresse? J'avoue que j'ai très rapidement répondu oui. Oui. Pour vous, c'est un peu plus particulier. Delphine, vous êtes arrivée en cours de mandat. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Oui, je suis arrivée en cours de mandat. Alors, c'est vrai que j'étais première adjointe quand nous avons été élus. Donc, c'est vrai que ça partait de ce projet-là, de cette défense du Saint-Quentin. Et puis après, on s'est dit, pourquoi pas monter un programme pour les futures élections en mars 2020. Et on avait vraiment des pointures dans l'équipe qui sont aussi mes adjoints aujourd'hui, et on a réussi, on a monté un programme et on était très contents. On a fait une très belle campagne, on était vraiment sur le terrain, on a occupé le terrain de Longeville-les-Messes en long, en large, en travers, on a sillonné la commune. C'est aussi important de le signaler parce que quand on fait une campagne comme ça, d'être proche des administrés, ça fait toujours plaisir aux gens de rencontrer la future équipe qui sera après en mairie. Oui, donc c'est parti de ce projet-là pour arriver après avec un beau projet de campagne. Ouais. Si on remonte un petit peu en arrière, donc vous êtes candidat au municipal en 2020 et dans des circonstances un peu particulières, puisqu'on est en plein dans le Covid. Vous pouvez nous raconter un peu cette campagne, cette première campagne du coup en votre nom, comment vous l'avez vécue chacun, Philippe?
Oui, effectivement, une campagne vraiment particulière, avec des moyens très limités, du porte-à-porte, mais en y allant avec toutes les précautions possibles et inimaginables. Voilà, un premier tour qui arrive en plein Covid. En plein pic, ouais. Moi, j'ai en plus, suite aux élections, je me suis retrouvé quand même malade pendant quelques semaines. Et puis derrière, un temps long, très long, quand il y a un deuxième tour, jusqu'au mois de mai-juin, avant de pouvoir attaquer ce deuxième tour. Donc vraiment des circonstances qui sont assez extraordinaires et exceptionnelles. Dictées effectivement par la nécessité du moment, mais bon, ça ne perd pas après la volonté, et au contraire, il y a un vrai sens de la responsabilité due à la situation. On s'est tous les maires, je parle pour mes collègues également, retrouvés en première ligne face au Covid. Voilà, comme beaucoup de monde dans ses responsabilités, que ce soit les soignants, que ce soit les personnels de supermarchés, les éboueurs et autres. Voilà, donc on a tout le monde dans ses fonctions avait cette obligation d'assumer le rôle, et quand on arrive et que c'est la première expérience, c'est très responsabilisant, mais c'est aussi très motivant, et voilà, et donc ça nous met sur des bons rails tout de suite. Malgré tout ça, le jour où vous gagnez, parce que vous avez tous gagné puisque vous êtes là, il y a quoi comme sentiment dans la tête quand on gagne une élection municipale et qu'on s'apprête à devenir maire? Je dirais évidemment, dans un premier temps, du plaisir, de la satisfaction, de la fierté aussi, et puis immédiatement le sens des responsabilités. En plus, contexte Covid, l'entre-deux tours avait duré 3 mois, avec évidemment toutes les difficultés qu'a connues le pays, la région et la population, le contact qu'on a pu avoir lorsqu'on a pu continuer à faire du porte-à-porte. On s'est senti tout de suite investi de cette mission et cette responsabilité d'être utile aux citoyens. Mais de la pression, vous avez eu de la pression, vous avez eu peur, entre guillemets, ou c'était dans quel état d'esprit? Parce que qu'est-ce qui se cache derrière le mot, le sens de la responsabilité? C'est waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Une forme de vertige peut-être? Je change de vie Non, j'allais dire l'étendue de la tâche. L'étendue de la tâche, puisqu'il fallait aussi qu'on soit réactif, crise sanitaire oblige, pour s'adapter à la situation, aider les citoyens. Et les premiers mois ont été essentiellement dictés, malheureusement, par cette crise sanitaire qui perdurait et par l'assistance qu'il fallait porter à la population. Donc ça, c'était le premier sujet. Puis quand on devient maire, on s'installe. Il faut choisir ses adjoints, il faut choisir une équipe, il faut aller vers la population, il faut leur dire, même si la campagne électorale a servi à ça, elle a été longue, mais par quoi on va démarrer. Et puis c'est prendre le pouls de la population, leurs besoins. Et c'est tous ces éléments-là qui ont été, pour moi, pas fastidieux, mais un petit peu compliqués à mettre en place immédiatement. Du fait de la situation du Covid, ou du fait simplement de la responsabilité qui était de la nouveauté? De la situation du Covid, parce que voilà, le contact était du coup moins facile. Ouais. Définition, alors vous c'est différent, alors vous étiez première adjointe au moment du Covid, mais en 2022, lorsque le conseil municipal vous nomme à la tête de la commune, comment vous le vivez? Pour reprendre la question d'Aurélia, comment le jour J, comment ça se passe dans sa tête? Moi, je le rappelle, j'étais première adjointe, donc on a été élus au premier tour, mais investi seulement fin mai. Après, le maire, c'est vrai que s'est retrouvé vraiment en ligne de mire aussi avec le Covid et les problèmes avec tous ces gestes barrières, les vaccins, enfin... la protection de la population, les écoles, ça a été vraiment un travail qui a été assez fastidieux pour l'équipe. Heureusement, on avait les services qui nous ont quand même bien aidés, et je les remercie encore aujourd'hui. Après, c'est vrai que on a eu cette démission en juillet 2022, et j'ai été nommée par le conseil municipal en août 2022. Donc pour moi, une grande fierté, une grande satisfaction. J'étais vraiment très heureuse au soir du 5 août 2022. Voilà, je pense que c'est la continuité, c'est le travail que l'on a fourni tous ensemble, que j'ai fourni, mais que l'on a fourni tous ensemble. Et puis c'est de voir devant, c'est de continuer à réaliser des belles choses pour Longeville, et voilà. Est-ce qu'on se sent
tout de suite maire, ou est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit « Ah bah oui, là je suis maire », ou c'est quelque chose qu'on a tout de suite en soi? Philippe, peut-être? Oui, on se sent tout de suite maire. Il y a tout de suite un peu le poids de la responsabilité qui pèse. Donc c'est pour le premier sentiment qu'on a. Après, c'est dans le quotidien. Voilà, quand on fait son premier accident de la route, quand on fait son premier mariage, quand on fait son premier décès sur la commune, voilà, toutes ces choses-là qui viennent après. Ça, vous en souvenez précisément de ces moments-là? Il y a des éléments qui viennent structurer en fait le mandat et qui sont des éléments qui marquent et qui font vraiment ressentir le poids de la responsabilité, l'engagement et le rôle qu'on a. Et qui est mine de rien aujourd'hui très important dans toutes les communes. C'est vraiment un mandat de proximité du quotidien, et de ce point de vue-là, on est rattrapé très vite par l'activité de la commune, par les obligations, par les habitants qui ont des besoins, qui ont des envies, voilà. Donc on est maire tout de suite, mais on apprend très vite la responsabilité de l'être. Vous l'avez dit, vous êtes devenus maires tous en temps de Covid. Est-ce que vous avez dû faire, parce qu'on l'a entendu beaucoup, même des maires de grandes villes comme François Grosdidier a dit qu'il avait eu besoin après d'aller à la rencontre des médecins parce qu'on l'en avait privé un peu. Est-ce que vous aussi, vous avez eu ce besoin ou cette volonté d'aller encore plus voir vos citoyens une fois que vous avez pu avoir accès à eux dans des conditions plus normales? Delphine? Être maire, c'est être vraiment à côté des administrés. En fait, les administrés viennent vous voir pour n'importe quoi. Aussi bien parce qu'ils n'ont pas d'eau chaude chez eux, pour un problème de poubelle, pour n'importe quel problème, on est sollicité et il faut que la mairie réagisse très vite. Alors quand on peut, on le fait, heureusement. Hein, on a des services aussi pour ça et ça, c'est important de le rappeler. On a la métropole aussi. Plus ou moins de services, il y en a que moins peut-être. On a de la chance. Ça dépend de la taille de la commune. Philippe, rappelle, vous n'êtes pas de commune. Les tailles de communes sont différentes. Mais un maire. Vous une Firtion, combien d'habitants? 4000 4000, à peu près. Philippe Blézère sur Lorry-les-Metz, 1700. Et Moyeuvre-Grand, 7003. Voilà, donc évidemment, ce qui veut dire aussi que les équipes sont différentes en fonction de... On peut calculer aussi en nombre d'agents. Moi, j'ai 10 agents, 10 équivalents temps plein. Voilà, je ne sais pas, Delphine. Oui, alors moi j'ai 7 agents techniques et j'en ai 8 en administratif. Ah, c'est intéressant. Voilà. Et à Moyeuvre-Grande? Beaucoup plus, forcément. Forcément. Une centaine de personnes employées, oui. D'accord. Une forme de fierté de dire ça, centaines. Non, mais je m'imagine la difficulté de mes collègues avec un effectif plus restreint, puisque effectivement, nous, sur des communes de 7000 habitants, on a la chance d'avoir l'administration, on a la chance d'avoir un directeur général des services, on a la chance d'avoir un service ressources humaines, un service compta. Et mes collègues des petites communes n'ont peut-être pas cette chance-là, d'où le travail encore plus important qui leur est demandé. Mais est-ce que vous avez tous, ce qu'a décrit Delphine Firtion, le côté que les gens vous sollicitent pour tout et n'importe quoi? Ça, vous l'avez tous ressenti? On est vraiment le premier point d'entrée. Alors ça va du conflit de voisinage à des problématiques purement administratives, des problématiques sociales. Voilà, on est vraiment le point d'entrée principal, ce qui fait que derrière, on devient un peu le guichet unique de la commune. Et puis c'est sur rendez-vous, c'est au quotidien, c'est sur le terrain, c'est en allant faire ses courses au supermarché. Voilà, il n'y a pas de et c'est bien, je trouve, le maire a cette image en fait on incarne la fonction. À la différence d'autres fonctions où quand on ferme la porte du bureau, on n'est plus dans la fonction qu'on exerce. Donc les gens viennent aussi, j'imagine, c'est peut-être pour tous les trois, sonner à votre porte, ou c'est le cas aussi même dans une ville de 7000 habitants où les gens ils savent où vous habitez, ils ont votre numéro de portable. Est-ce que d'ailleurs vous donnez facilement votre numéro de portable à vos administrés, tous les trois? Ah oui. Alors pour moi, évidemment, je suis né de la commune, donc avant d'être maire, il y a 50 ans qui se sont passés, donc forcément un tiers de la population... Le franc, on le connaît, quoi, c'est ça? Le franc, on le connaît, effectivement. Le numéro de portable, un tiers de la population doit l'avoir. Et puis aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on n'avait pas il y a peut-être une dizaine d'années, ce sont les réseaux sociaux.
et on est joignable quasiment tout le temps sur les réseaux sociaux. Alors malheureusement, moi j'ai le défaut de répondre. Des fois à 22h, 23h, lorsqu'on m'écrit via un réseau social, je réponds. Mes collègues me disent il faudrait que tu lèves le pied parce que tu te montres trop accessible. Ça fait partie un petit peu de ma personnalité. Mais oui, on est sollicité à la maison, on est sollicité par tous les canaux. Delphine Firsion également, oui. Oui, c'est pareil. Bon, parfois j'ai des SMS à 23h parce qu'il y a un tel qui fait du bruit ou les poubelles ne sont pas passées le matin, donc un petit message à 23h. Donc, même si c'est pas du ressort effectivement de la commune, mais plutôt de la métropole, oui. voire d'autres strates, j'allais dire. C'est effectivement la porte d'entrée pour tous les sujets. Tant qu'on est sur les petites histoires comme ça, là, si vous deviez nous raconter une anecdote, quelque chose de... Pas forcément un grand bonheur, on en reparlera après, mais quelque chose un peu rigolo, vous voyez, qui vous arrivait durant ces... Qui vous a surpris. Ouais, ou qui vous a fait un peu tiquer ou tomber de la chaise, je ne sais pas. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous vient, là? Hier soir. Ah bah alors. Allez. tout frais. J'ai rencontré effectivement des résidents qui ont des difficultés d'installation depuis un certain nombre d'années. Alors évidemment, le bâtiment, c'est un bailleur social, donc ils voulaient rencontrer le maire. Donc je suis allé le voir, et une dame lève la main et me dit « Monsieur le maire, le jour où je décède, comment on fait pour la succession et que je récupère la garantie ?» Voilà. Donc voilà, toutes des questions qui ne sont pas du tout adaptées à être posées à un maire, puisqu'on n'est pas conseiller patrimonial ou notaire. Et elle n'avait pas l'air d'être très ravie de la réponse que je lui ai apportée. Et donc voilà, ce sont des questions, comme le disait ma collègue tout à l'heure, qui nous arrivent souvent et qui ne sont pas, de notre propre compétence. Alors, le défaut d'un maire et l'atout d'un maire, c'est d'être proche de ses habitants, mais en étant trop proche aussi, on a tendance peut-être à être mêlé à... mais vous ne pouvez pas vous permettre de dire je ne sais pas ou c'est pas mon affaire. C'est impossible. C'est impossible. Ça ne serait pas compris. Ça serait pas seulement pour des raisons électorales, mais c'est parce que ça fait partie de la proximité que le maire doit avoir avec ses administrés, j'imagine. Alors, oui, Philippe Glaser, si vous voulez compléter. Oui, non, juste dire que en fait, on arrive à banaliser en fait les situations qu'on rencontre tous les jours. La semaine dernière, je courais après des moutons. Il y a 2 mois, c'était après des chevaux. Vous les avez rattrapés ou pas? Oui, c'est bon, on les a récupérés. Donc voilà, donc il n'y a pas des situations cocasses, il y en a plein qui nous surprennent souvent, mais à force, ça devient le quotidien, donc on ne fait pas forcément attention derrière. Donc Aurélien en parlait tout à l'heure et on voulait savoir un peu quelles ont été, alors peut-être vos plus grosses difficultés, mais on vous laisse réfléchir, vos plus gros bonheurs là, sur les 5 ans qui ont été écoulés, si vous deviez citer un ou plusieurs grands moments de bonheur, dire waouh, c'est vraiment super ce mandat, ou je suis content, ou voilà, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Delphine Firsion. L'aboutissement d'un projet, par exemple, qui a été mûrement réfléchi pendant la campagne municipale il y a 5 ans, et puis aussi le fait d'avoir des petits mots sympas dans la boîte aux lettres de personnes qui me disent continuez, on est content, on est fiers de vous. Alors ça c'est des petits bonheurs quotidiens. Mais quand on reçoit des petits messages comme ça, alors dans la boîte aux lettres, ou bien une petite carte, ou même un petit post sur les réseaux sociaux, ça fait vraiment plaisir. Franck Roviro, pardon. Le merci des habitants, à l'instar de ce qu'a dit ma collègue, parce qu'il n'y a rien de plus gratifiant et honorifique d'avoir des personnes qui viennent vous voir et qui vous remercient d'avoir implanté telle structure ou de les avoir aidés. Ça, je crois que ça fait partie du bonheur au quotidien. Et puis, à contrario, lorsqu'on nous dit qu'on n'a pas bien fait, effectivement, il faut aussi l'entendre, il faut aussi le comprendre et puis s'adapter. Philippe Glaser, à part les moutons. À part les moutons, non, moi je trouve qu'il y a un acte qui est important dans ceux qu'on réalise, c'est les mariages. C'est vraiment un moment où on incarne complètement le rôle du maire, de l'État, et puis forcément quand ça fait 20 ans qu'on habite dans le village et qu'on côtoie les gens qui sont tous devenus des amis, à force on marie des amis, et ça émotionnellement c'est assez fort.
Alors là, c'est le côté de la vie en rose, et l'autre côté de la pièce, quand ça va moins bien, quand est-ce que vous avez eu des galères, des difficultés vraiment concrètes, hein, pas juste je sais pas, quelque chose de concret qui vous a mis en difficulté, ou vous êtes senti peut-être déstabilisé? C'est dur, vous êtes dur, c'est dur, ou peut-être fait douter d'ailleurs aussi, je sais pas. Ouais. 2023, les émeutes, où on a été confronté pour beaucoup, comme beaucoup de communes, malheureusement, à de graves dégradations. En tout cas, c'est l'occurrence dans ma commune. Et là, ça a été difficile à gérer, puisque il a fallu sortir à nouveau le soir, tard, avec les collègues sur le terrain, rencontrer cette jeunesse qui, à l'instar de ce qui pouvait se faire sur le terrain dans les villes, les grandes villes, dégradait aussi, et essayer de leur faire comprendre qu'il fallait qu'ils rentrent chez eux. Et ça a été un moment assez compliqué à ce moment-là. Après, le contact a permis d'adoucir un petit peu les choses, et ça a duré que quelques jours. Mais on a eu effectivement quelques bus qui ont brûlé, on a eu quelques dégradations de la commune, et ça a été moralement assez impactant. Alors moi, j'ai pas vraiment de cas concrets. Bon, sinon. Facile. Trop facile. Non mais on est une commune tranquille. Non, sinon des choses banales. Bon, j'ai envie de dire, des arbres qui tombent, par exemple sur les bateaux au port de Longeville, et ça a occasionné à mettre en place tout un système de sécurité où les services ont été bloqués pendant quelques heures, où on a passé avec les pompiers et puis le personnel de la métropole qui était là aussi. Donc mais j'ai pas eu vraiment de gros incidents sur la commune. Philippe? La question est pour moi. Je sens qu'il y a quelque chose. Non, globalement, non, il n'y a pas de grosses difficultés. Et puis, moi j'ai tendance à toujours positiver, même une solution délicate. En fait, il y a toujours la satisfaction d'en sortir. Je n'ai pas souvenir d'être resté bloqué sur un obstacle vraiment compliqué et sur lequel je me suis senti. Je sais que j'ai des collègues qui se sentent en échec à un moment et qui, du coup, remettent en cause leur mandat, remettent en cause leur engagement. Voilà, j'ai pas eu ce sentiment-là. Après, dans le quotidien, à l'inverse des mariages, c'est souvent les décès qui, voilà, dans une commune comme la mienne, on est quasi systématiquement appelé, que ce soit par les pompiers, par la famille, par les amis. Voilà, donc depuis le début du mandat, ça en fait quand même quelques-uns, avec des situations forcément familiales, personnelles, qui sont un petit peu compliquées. La solitude des maires, dont on entend quand même assez souvent parler dans la prise de décision, dans les moments où il faut trancher, c'est quelque chose que vous avez déjà ressenti, vous? Le fait d'être seul? Le soir, qu'on pense et qu'on essaie de faire le bilan de la journée, effectivement, on essaye un petit peu de se poser et de voir si les décisions qui ont été prises ont été adaptées. Après, j'ai la chance d'avoir une équipe d'élus qui est très présente autour de moi, et on doit se reposer aussi sur elle, avec l'organisation de réunions très régulières qui permettent de partager les sujets. En fait, quand on est maire, il faut aussi s'occasionner des petits moments de détente ou de off. Ouais. Donc moi, j'ai le pouvoir de le faire le samedi, entre midi et 2h. Donc voilà, j'essaye de vider ma tête. C'est le seul moment de la semaine où vous êtes entre midi et... off? Oui. Non. Ah oui. J'essaye, voilà. Je me prends le temps parce que après le samedi, il y a souvent des événements un petit peu à droite, à gauche. Alors en plus, on est en période un peu festive, donc il y a plein de choses à faire et à découvrir sur la commune et ailleurs. Mais on essaye un petit peu de faire le vide dans la tête et puis de continuer à avancer. Mais après, comme disait Franck, oui, effectivement, moi j'ai aussi la chance d'avoir une équipe d'élus qui est très présente et les décisions, on essaye de les prendre, voilà, tous ensemble. Je ne suis pas seule, même si c'est moi qui tranche à la fin, mais en général, on est toujours en identité de vue. Philippe Glaser, cette solitude face au du pouvoir, entre guillemets, mais c'est le pouvoir local, mais quand même, c'est quand même des décisions à prendre, comme vous l'avez dit. On l'a forcément à un moment ou à un autre. Moi, j'ai un défaut, c'est souvent quand je me réveille la nuit, j'ai le cerveau qui se met en route et je pense à ce qui ne va pas. Alors, et on ne se rendort plus derrière. Et on ne se rendort plus derrière, alors, notamment quand il y a des problématiques budgétaires, techniques, juridiques, et qu'on est un peu mis en difficulté.
Voilà, donc, et c'est dans ces moments-là où effectivement on se sent éventuellement un peu seul, mais comme le disaient mes collègues, derrière, on a des adjoints, on a des conseillers municipaux, on a des gens qui nous accompagnent. Donc globalement, on arrive à construire en collectif, et c'est ce qu'il y a aussi d'intéressant dans le mandat. On serait seul, je pense que ce serait quand même beaucoup moins intéressant. Donc solidarité avec l'équipe, mais est-ce qu'il y a aussi une solidarité entre vous, enfin j'ai dit entre collègues, entre maires je pense que ça fait du bien lorsque vous voyez, que ce soit en interco ou autre, vous parlez de vos problèmes qui sont souvent les mêmes, mais est-ce qu'il y a une solidarité entre élus, ou est-ce que c'est chacun chez soi et puis m'embêtez pas? Je sais pas qui veut répondre, qui veut commencer? Bon, au sein de la communauté de communes, en tout cas à laquelle on est, effectivement, il y a une vraie solidarité. On partage nos difficultés, on partage aussi nos forces, et on essaye, pas de se piquer les idées, mais en tout cas de faire fonctionner les événements qui vont bien et les atouts que les uns ont et qui peuvent être transposés chez nous. Donc oui, il y a une vraie solidarité, pour moi. Vous êtes allé au congrès, j'en profite, au congrès des maires Alors non, moi pas cette année. L'année dernière, oui, j'avais assisté. Là, cette année, c'était pas possible. Compliqué. Mais je rejoins ce que Franck dit. Oui, il y a une solidarité entre maires. D'ailleurs, bon, c'est vrai que moi, quand je suis arrivée il y a 3 ans, j'avais plein de choses à découvrir. Donc, j'ai été vraiment vite accueillie par mes collègues en conférence des maires à la métropole. Mais aussi, bon, c'est sympa toujours de pouvoir passer un petit coup de téléphone à un collègue en lui disant bah tiens, t'as fait comment, j'ai vu que t'avais fait ça, et c'est toujours plein d'idées et c'est toujours très constructif. Oui, je vais aller dans le même sens. On construit ensemble. En plus, alors on a déjà la première couronne, c'est les maires limitrophes, où souvent on a des problématiques qui sont communes sur la chasse, les chemins, la gestion des différentes problématiques qu'on peut avoir au quotidien. Et puis il y a effectivement la métropole, où là on a un vrai partage. Et on a beaucoup de discussions sur les compétences métropolitaines qui sont riches. Donc du coup, c'est beaucoup des problématiques qu'on a de mobilité, de poubelles, voilà. Et donc l'échange se fait bien. Et chacun ayant ses responsabilités aussi au niveau de la métropole intervient chez les autres. Donc voilà, donc il y a sur la sécurité, on a Dominique Strebli qui est le maire d'Arsac-Annexy qui est responsable, il fait le tour des communes, il vient nous voir. Voilà, donc ça permet vraiment sur plein de sujets d'avoir des échanges construits et qui nourrissent notre action. Alors, avant d'aller à la thématique suivante, juste sur cette même problématique, est-ce qu'on est formé ? Est-ce que quand vous êtes élu, on parlait là du jour où vous avez été élu, est-ce que vous suivez une formation? Je sais qu'il y a des formations qui peuvent exister pour les élus, mais est-ce que vous l'avez fait, ou est-ce que c'est débrouille-toi, voilà ton bureau, voilà ton DGS, quand vous avez la chance d'avoir un DGS, et puis go? Non, moi j'ai pas eu le temps de me former, mais on se forme tous les jours, parce que tous les jours il y a des cas pratiques. Tous les jours, on est confronté à des situations qui ne sont pas celles qu'on a vécues hier, avant-hier. Donc il faut toujours... Donc on apprend sur le terrain, quoi. On apprend jour après jour, dossier après dossier, problème après problème. Confirmé, j'imagine. Personnellement, je pensais être formé avec un peu 20 ans de fonction publique. Et en fait, on s'aperçoit que la fonction est vraiment particulière. On apprend sur le tas. Et voilà, ça nous rattrape très vite. Donc il n'y a pas vraiment de formation, de clé en main, de Bible. Tu prends ta mairie, voilà. Ouais. Les seules clés que j'ai récupérées, c'est l'ancien maire qui m'avait déposé son trousseau de clés sur la table en me disant bonne chance. Voilà, et donc, mais pas d'autres bagages effectivement au départ quand on se lance. Ça vous fait sourire ou ça vous rappelle quelque chose aussi, Franck ? Un petit peu, un petit peu. Juste avant d'aborder l'autre thématique, tant qu'on est là-dessus, il y a un exercice particulier, c'est le conseil municipal. Comment les premiers, comment vous les avez vécus, et puis au fil du temps, est-ce que c'est un exercice que vous aimez, un passage obligé? Est-ce qu'il y a du théâtre aussi parce que bon, dans les grandes villes, ça ressemble un peu à du théâtre. Est-ce que chez vous, c'est plutôt l'expédition des affaires courantes? À quoi ça ressemble vos conseils municipaux? Delphine, Il y a 3 ans, j'anticipais ces conseils, toujours avec beaucoup d'appréhension.
parce qu'on n'est jamais préparé à ce qui va être dit. Enfin, si, on a nos points, on fait passer nos délibérations, mais j'avais beaucoup d'appréhension. Et puis maintenant, bon, c'est à force de les préparer avec les services, j'ai la chance d'avoir une DGS. Avec les services, c'est bien préparé, donc non, c'est jamais. On a notre ligne, notre ligne. Il faut la suivre, et puis à un moment donné, il faut croire en nos projets, et il faut faire passer ces délibérations. Donc à un moment donné, nos conseillers sont avec nous. Donc j'ai pas vraiment de théâtre au sein d'un conseil. Et à Moyeuvre-Grande? Moyeuvre, c'est un peu plus théâtral. Ouais. J'ai la chance d'avoir 2 listes d'opposition, et évidemment, l'opposition fait son travail, elle s'oppose, mais c'est souvent liste majoritaire, donc je peux que dire ça, des postures politiciennes qui ne sont pas souvent constructives. C'est de ma fenêtre, je vois la chose comme ça, mais effectivement, c'est les jeux démocratiques, et c'est important que l'opposition puisse se manifester, même si j'aimerais, comme chaque maire, que les propositions soient réelles et que ça soit constructif. Mais ça existe, les oppositions constructives? J'ai pas l'impression. Ça doit exister. Dans un village comme Loris, ça existe. Ah, voilà. Voilà, donc parce que ce qui compte, c'est le projet, et en fait, c'est voilà, donc on n'est pas sur des problématiques politiciennes pures. Certes, il peut y avoir des divergences de points de vue sur l'avenir, sur la manière de laquelle on gère la commune, mais globalement, quand on est dans le concret et qu'on est en train de parler d'enfouissement de réseau, de salle des fêtes, voilà, on arrive très vite à se retrouver sur le projet, à discuter plutôt de comment on améliore le projet conjointement, plutôt que de s'opposer bêtement, effectivement, désolé pour le bêtement, de s'opposer de manière un peu dogmatique sur des questions qui, en fait, n'ont que d'intérêt que pour les politiques qui en débattent, quoi. Stéphane parlait tout à l'heure du congrès des maires, et il y a un sujet qui revient à chaque fois, y compris dans l'assemblée des maires de Moselle, c'est la violence physique ou verbale qui peut être faite à l'encontre des maires. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous ressentez, peut-être pas de la violence, mais de la dureté dans les relations avec vos concitoyens, ou comment vous vivez ça? Ou alors est-ce que ça se passe très bien? Delphine, version. Alors moi, j'arpente la commune en long, en large, en travers, surtout le week-end. Donc, j'ai pas vraiment de soucis avec quand je rencontre des Longevillois. Au contraire, les gens viennent discuter avec moi. Bon, après, ils me posent beaucoup de questions sur plein de choses, mais non, j'ai pas ce problème-là. Je me suis jamais sentie vraiment menacée, et heureusement d'ailleurs, ni agressée verbalement. Bon, ça peut arriver. Alors, mais ça se passe souvent derrière un écran. Bon, facile. C'est plus facile. Ouais. Donc, je pense après, quand on rencontre la personne, je pense qu'il y a aussi. C'est le cas, certains de vos collègues ont été menacés, même agressés, même menacés de mort. On pense à certains maires du nord du département. Donc tant mieux si à Longeville vous avez été préservé, et heureusement, j'allais dire. Sur Moyeuvre-Grande, J'ai pas été confronté à de violences physiques aussi, heureusement. Une fois peut-être, une agression verbale, mais bon, ça s'est plutôt bien passé. Effectivement, la violence, je la retrouve un petit peu plus sur les réseaux sociaux. Ouais. Et c'est cette forme d'exigence qu'ont les concitoyens qui se transforme parfois en violence verbale à travers les réseaux sociaux. Alors je comprends l'exigence, évidemment, et c'est normal qu'on soit exigeant avec nous, on est là pour ça, mais des fois j'ai du mal à comprendre les dérapages verbaux ou écrits à travers les réseaux. Après, comme le disait Delphine tout à l'heure, lorsqu'on a l'habitude d'aller vers la population, lorsqu'on discute avec eux, lorsqu'on est accessible, ça calme de fait immédiatement les tensions. Et c'est très rare que ça se passe pas bien lorsqu'on va directement au contact de la population. dans un petit village comme Loris-les-Metz? On a l'avantage de connaître quasiment tout le monde, donc peu de surprises et peu de violence directe, très honnêtement. La violence qu'on a éventuellement, c'est plutôt de la violence importée des communes voisines. On est en proximité de Metz, de Voipy, donc forcément, de temps en temps, il peut y avoir cette violence. Moi, j'en ai connu notamment sur des accidents de la route, où on est le premier à intervenir
les situations peuvent être tendues et les différents protagonistes un peu énervés et énervés contre n'importe qui d'ailleurs. Voilà, donc bon, après il faut savoir prendre un peu de distance et gérer tranquillement les choses pour laisser retomber tout ça, et habituellement ça se passe bien. Alors ça c'est les relations avec les citoyens, mais on parle aussi dans la politique de dureté entre politiques, entre hommes et femmes politiques. Alors on en parle souvent au niveau national, on sait que voilà, c'est pas un monde de bisounours. Est-ce qu'au niveau local, vous avez été surpris, peut-être, ou non, par, peut-être, on parlait d'opposition tout à l'heure, mais des relations qui peuvent être dures. Voilà, comment vous avez perçu cette relation-là du monde politique en général, que ce soit sur votre commune ou peut-être avec d'autres communes également, quoi, hein. Peut-être en conseil d'agglomération, conseil de commune, c'est peut-être plus... Non. Est-ce que la politique locale est un monde dur ? Peut-être Oui. un conseil métropolitain, par exemple. Bon, oui, il peut y avoir, mais c'est uniquement quand on sort effectivement du cadre de projet et du cadre de l'action. Ça devient dur quand c'est purement de la critique facile, démagogique. Voilà, tu parlais du conseil métropolitain. Voilà, on a l'impression en tant que maire de petite commune, et je pense que c'est la même chose pour Delphine, de se faire souvent confisquer le débat en fait, parce qu'on n'est plus sur un débat métropolitain, on tombe sur un débat messin avec des positions qui sont beaucoup plus politiques, beaucoup plus dures, beaucoup plus agressives, de part et d'autre d'ailleurs. Hein. Voilà, parce que forcément, il y a une sorte de mise à niveau de tout le monde dans ces cas-là. Voilà, donc on le ressent un peu, mais bon, ça fait partie aussi un peu de cet aspect théâtral, et ça va souvent pas au-delà des quelques mots qui peuvent s'échanger. Voilà, on reproche souvent aux politiques de s'engueuler à l'Assemblée nationale et puis de boire un coup derrière. Alors on n'en est pas à cette image-là, mais souvent il y a quand même raison gardée derrière, et tous ces débats, même s'ils portent sur des engagements forts, n'empêchent pas d'avoir une relation humaine cordiale et normale derrière. Donc on en vient rarement, alors je sais que c'est le cas dans certaines communes, aux mains au cours d'un conseil municipal ou d'un conseil métropolitain, parce que derrière il y a aussi du lien au quotidien, on se voit dans d'autres instances, en commission, en réunion de travail, en comité de pilotage, voilà, donc on a l'habitude de se côtoyer, donc il y a forcément aussi un lien humain qui se crée au-delà du simple lien politique. Delphine Firsion, est-ce que vous diriez que c'est un monde politique, que le monde politique est dur aussi, comme Franck l'a dit, l'a affirmé tout à l'heure ? Oui, c'est dur. À partir du moment donné où vous rencontrez une opposition, forcément, c'est toujours dur. Mais après, je pense qu'avec beaucoup de dialogue, beaucoup de communication, on arrive à faire bouger les choses. Et puis, bon, il faut rester, même si on est dans l'opposition, rester calme et puis essayer d'être constructif. Alors, un sujet qu'on n'a pas encore abordé, juste esquissé, c'est l'équilibre vie publique, vie pro et vie perso aussi, parce que déjà, vie pro, vous êtes tous les trois, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez un travail, un job. Franck, vous êtes cadre bancaire, Delphine, vous êtes assistante juridique, c'est ça, et Philippe, DG de Thémo, la société organisatrice des transports du côté du nord Mosellan. Alors déjà, peut-être réexpliquer comment ça se passe. Est-ce qu'on a le droit est-ce que votre employeur vous donne des délégations, des heures de délégation pour pouvoir exercer votre mandat? Et puis comment on fait au quotidien pour jongler avec le côté pro et puis le côté perso, parce que voilà, comme nous tous, vous avez une vie normalement à côté, mais c'est que 2 heures le week-end. Commencez par vous, Franck, sur le côté organisation, vie pro. D'ailleurs, c'était le cas pour aujourd'hui, hein. Vous avez dû déplacer, c'est gentil, de vos réunions pour pouvoir être avec nous. J'ai pris congé ce matin pour être effectivement avec vous. C'est des journées qui démarrent très tôt le matin et qui finissent évidemment très tard le soir, avec une charge mentale qui est permanente, parce qu'il y a une charge mentale par rapport aux exigences de notre employeur, et c'est normal. Et puis il y a cette petite musique qui se joue tout le temps dans notre esprit, cette musique qui est, j'allais dire, les contraintes municipales et les sujets sur lesquels on doit décider. Donc on démarre le matin à 7h, 7h30 et on finit à 21h, 21h30. Souvent, et heureusement pas souvent, plus si affinité, mais voilà, c'est un petit peu des journées très chargées, des journées qui doivent être aussi très bien organisées pour pouvoir absorber les choses. Et puis après, évidemment, il faut une famille qui accepte. Il faut un environnement qui comprenne un petit peu
qui comprennent un petit peu les enjeux et puis ces difficultés d'organisation qu'on a. Et quand on a la possibilité d'être soutenu, c'est un peu plus facile. C'est indispensable, non? C'est juste indispensable. Ouais. Oui, Delphine. Moi, j'ai la chance, je suis passée à mi-temps, hein, parce que c'est sûr que la fonction de mère prend énormément de temps, mais une femme, elle sait tout faire, donc elle sait combiner la vie professionnelle, la vie de la mairie et puis la vie personnelle. Ouais. Vous avez des enfants? Ouais. J'ai des enfants, ils sont grands, mais j'ai la chance d'être bien entourée. Et puis, j'ai un mari qui m'a soutenue aussi, donc c'est aussi plus facile. Tant que sur les enfants, vos enfants sont grands, est-ce que s'ils avaient été petits, vous auriez pu être maire de Langeville? Là, c'est vraiment difficile à combiner tout ça. Quand ils sont petits, ça demande beaucoup de temps. Poser la même question aux hommes aussi, parce que c'est vrai qu'on a... Et vous avez Franck, vous avez des enfants? Oui, ils sont grands maintenant. Ils sont presque tous les deux majeurs. Et s'ils avaient été petits, alors, est-ce que vous auriez pu devenir maire? Ouais. Ça fait 30 ans que je suis élu au conseil municipal, donc avec souvent, même lorsqu'on n'est pas maire, des soirées chargées. Donc oui, effectivement, j'ai essayé d'épouser, cette évolution politique avec des enfants petits. Mais j'avais la chance d'avoir aussi une épouse qui était assez compréhensive et qui s'occupait de l'absence de ce que le papa pouvait, de ce que le papa pouvait pas donner. Alors Philippe Glézère, l'équilibre vie publique, vie pro, vie perso. Alors vie publique, vie pro, en fait, il y a un moment où on fait plus trop la distinction. Mais je m'explique. Il y a plus vraiment le temps dans la journée s'enchaîne. On va aussi bien répondre à un coup de téléphone de mairie pendant le travail ou un coup de téléphone de travail pendant la mairie. Donc il y a une suractivité et donc c'est là où ça devient plus difficile effectivement sur la vie privée. J'ai 3 enfants et le premier, s'il vient juste d'être majeur, et les 2 filles derrière qui sont encore mineures. Et donc pour la première qui avait 7-8 ans au moment de l'élection, alors j'avais fait un conseil de famille avant de me représenter, parce que vu que j'étais dans la position sur le mandat d'avant, où j'ai eu quitus de toute la famille. Il n'y a pas eu d'opposition pour le coup. Pas d'opposition, une petite abstention, mais pas d'opposition. Et donc l'engagement, du coup, forcément, on s'engage pas tout seul. On s'engage avec la famille, ça n'empêche pas, hier soir encore, ma fille me dit mais bon, de toute façon, là en ce moment on ne voit pas trop, donc ça ne changera rien si tu pars 10 jours au Togo, on ne verra pas plus quand tu es à la maison. Donc voilà, donc on prend quelques pics de temps en temps, mais du coup j'en profite pour remercier ma femme et mes enfants pour l'engagement commun, parce que on engage vraiment toute la famille dans ces cas-là. Il y a autre chose aussi qui change quand on devient maire, et pour la famille aussi, j'imagine, c'est la perception qu'ont les gens de vous quand vous sortez dans la rue, par exemple. Avant, vous pouviez, j'imagine, vous balader un peu tranquille. Là, maintenant, est-ce que vous êtes tout le temps interrompu? Et est-ce que les sorties en famille ou les moments un peu de détente, ça existe encore quand on est maire d'une ville? Franck? Non. Ouais. Enfin, après, on n'est pas sursollicité. On est dans des petites communes, mais effectivement, la boulangerie, le supermarché, la balade au bord de l'eau, on est systématiquement arrêté par des citoyens qui nous posent des questions, qui nous partagent leurs préoccupations et qui nous sollicitent, même un dimanche après-midi. Mais ça, pour les proches, c'est compliqué aussi, parce qu'ils vous ont, même quand vous vous baladez avec eux, ils vous ont plus. Et vous êtes un acteur public, quoi. Tout à fait, tout à fait. Delphine Question aussi. Je rejoins ce que Franck dit, oui, mais en même temps, c'est ça, c'est le jeu. C'est comme ça, on devient une personnalité publique, entre guillemets, donc forcément, vous vous promenez même avec une casquette et des lunettes de soleil, les gens vous reconnaissent. Ah, vous faites ça? Vous vous promenez avec ça? Alors, ça m'est arrivé. Ça marche ou pas? Non, ça marche pas du tout. Le retour, donc on va avancer dans les thématiques. Il nous reste encore une dernière thématique pratiquement. C'est le contexte national. Alors je ne vais pas vous demander votre avis sur le contexte national, c'est pas du tout ça. Mais je voulais savoir, c'est dans votre rapport aux administrés, voilà, est-ce qu'ils vous en parlent du contexte national? Est-ce que ce qui se passe au niveau national, c'est-à-dire l'incertitude gouvernementale, etc., ça nuit ou pas à votre mandat? Je ne parle pas des questions budgétaires, on pourrait venir là aussi, mais plutôt sur l'image que vous représentez de l'élu. Est-ce qu'ils mettent tout le monde dans le même sac ou pas du tout? Delphine Chersion. Alors, la fonction de maire, moi
Dans ma commune, je ne fais pas du tout de politique. Les gens ne viennent pas me parler de politique. Le maire, c'est la proximité, c'est être disponible, c'est régler les affaires communales. Et vraiment, on ne parle pas de politique. C'est vraiment, je pense que nous, à notre échelle, enfin moi, en tant que maire d'une commune de 4000 habitants, on est là pour faire d'autres choses que de la politique. On est là pour ramener de la vie. Surtout, c'est ce que les gens nous demandent. Alors, je pense que peut-être qu'ils sont déçus au niveau de la politique nationale, de notre gouvernement, mais bon. Mais nous, au niveau de la commune, c'est vraiment ramener de la vie, faire des belles choses, et puis et on s'en tient à ça. Oui, c'est mon ressenti. Il y a peut-être une forme de... Il se rapproche de quelque chose qui est sûr. Donc, oui. Le maire, oui. c'est quelque chose de plus certain que la situation actuelle. Parce qu'on est proche, on est vraiment... c'est vrai qu'on est, on est devant eux, quoi. Hein, on est vraiment... C'est la proximité qui prime avant toute chose. Philippe Glaser. Ouais, on n'a pas du tout cette image politique, et effectivement, les gens au quotidien ne nous voient pas à travers ça. Je pense pas, sauf effectivement dans les grandes villes. Après, on ressent quand même... et là, j'en veux un peu aux politiques nationaux, un peu toujours une suspicion quand même sur les élus. Voilà, donc on a un peu l'impression de temps en temps d'être un peu dans le même sac, dans la même lessiveuse avec eux. Et ça pèse sur notre mandat. Je prends un exemple tout bête sur les conflits d'intérêts où on a aujourd'hui une surprotection de l'élu, qui se veut une surprotection de l'élu, mais où... A contrario, on considère que l'élu est fautif par nature. Voilà, donc on ne va pas nous laisser voter une association, une subvention à une association parce qu'on est membre de cette association, parce qu'on va considérer que par nature, on va vouloir être plus favorable à cette association parce qu'on en est membre, parce qu'on la connaît. On ne va pas nous laisser voter sur un dossier qui nous concerne parce qu'on pourrait influencer éventuellement nos collègues en étant présents. Je ne pense pas que ni ma présence influe directement sur la vie de mes collègues. Voilà, donc il y a une sorte de suspicion permanente, voilà, qui est, voilà, c'est comme si on mettait déjà le PV à quelqu'un qui monte sur l'autoroute en lui disant de toute façon, on sait que vous n'allez pas respecter la vitesse, quoi. C'est un peu sur ce. Au Courvillero. Moi, je dirais que le contexte national, effectivement, je trouve qu'il est un petit peu anxiogène, en particulier lorsqu'on rencontre la population, mais encore une fois, la population mélange souvent les compétences. C'est-à-dire qu'ils viennent nous voir pour une problématique qui peut être gérée par un député, qui peut être gérée par la région ou par le département. Et derrière, c'est le maire qui est évidemment la personne la plus accessible, la personne politique la plus accessible qui est sollicitée. Donc, souvent, ils ne comprennent pas qu'on n'arrive pas immédiatement à résoudre leurs difficultés parce que ce ne sont pas des difficultés qui peuvent se gérer au sein d'une municipalité, mais plutôt d'une autre institution. Alors pour casser peut-être les reproches qu'on peut faire ou mettre tout le monde dans le même sac, etc., peut-être pour jouer la transparence, parce qu'il n'y a rien de secret, les données sont publiques. Est-ce que vous pouvez rappeler, c'est combien l'indemnité de maire uniquement, de maire chacun de votre commune, que c'est fixé par la loi? Alors, si vous... Ouais, c'est fixé par la loi. Alors moi, j'ai à peu près mis les quelques euros nets. Parce qu'en plus on redistribue avec les conseillers délégués, voilà, donc par mois, oui. Voilà, donc un adjoint à peu près 400 et quelques euros, et puis un conseiller délégué à 300 euros. Donc sur une commune comme Laurie, on a une dizaine de personnes qui touchent une indemnité qui représente très très peu de volume par rapport aux heures réellement. Par rapport aux heures, au taux horaire, on va pas calculer le taux engagé horaire. par l'ensemble de l'équipe municipale. Donc voilà, bon, ça reste une indemnité. C'est toujours gratifiant parce que ça permet effectivement de reconnaître le travail qui est réalisé, mais en soi, c'est pas un salaire, c'est voilà, oui, c'est une indemnité. Vraiment une indemnité. Et d'une ville comme Longeville, ça représente combien? Oui, c'est à peu près ça. C'est le maire touche à peu près 1500 euros, voilà, par l'indemnité de 1500 euros par mois. Et puis les adjoints, c'est à peu près 600-700 euros. Voilà. Et Moyevgrande, donc un peu plus grand. Moyevgrande, c'est le maire 1600 euros à peu près, et un adjoint à peu près 700, et on a 8 adjoints. Il y a une question qu'on ne vous a pas posée, mais elle nous titille quand même. Est-ce que vous avez empilé? Est-ce que vous êtes à nouveau
Candidat. Est-ce que vous repartez Est-ce pour que un vous tour? repartez pour un tour? Suspense. Allez, Franck. Évidemment, l'envie de poursuivre existe. Maintenant, je crois que cette décision-là, il faut que je la partage d'abord avec les Moyenvriens. Donc je suis effectivement en ce moment en train de consulter Ça y est. Ça y est, un voilà. certain nombre de collègues sur une éventuelle poursuite. Mais l'envie existe parce que 6 ans, c'est long. Mais à l'échelle du temps municipal, c'est très court. Alors, évidemment, les 2 premières années, on l'a dit, la crise sanitaire oblige, ont été assez ralenties. Donc finalement, on a travaillé 4 ou 5 ans. Et que pour poursuivre, effectivement, il faudrait repartir sur un second mandat. J'y travaille, j'y réfléchis, et j'annoncerai ça très prochainement. Bon, on a compris entre les lignes tout de même. Merci. Delphine Firsion. Alors c'est pareil, c'est sûr que... Alors en plus, moi je suis arrivée en 2022, alors forcément on y pense, j'ai une belle équipe autour de moi, donc il faut qu'on en discute aussi, certainement, dans un avenir proche, mais en tout cas oui, on y pense, oui, forcément, mais les affaires communales avant tout, donc il y a encore plein de choses à régler avant le mois de mars. Avant Finalement, vous avez bien appris. Le discours politique, vous l'avez bien. Philippe Blézère. Il y a effectivement une vraie maîtrise de la part de mes collègues. Voilà, moi j'ai pas de difficulté à dire que je serai candidat. Voilà, j'y travaille, les équipes se constituent, on a déjà eu plusieurs réunions. Voilà, il n'y a pas d'annonce officielle encore, mais il n'y a pas de secret dans le fait que... À partir du mois de janvier, vraiment que ça va vraiment commencer les campagnes électorales, en fonction de la taille des villes aussi, mais voilà, pour l'instant les gens n'ont peut-être pas la tête à ça, peut-être il y a Noël d'abord. Au fait de fin d'année, plutôt que savoir pour qui vont voter. Vous avez envie en tout cas, tous les trois, on sent une envie. Vous avez pris goût. Oui. L'engagement public. C'est l'engagement public est grisant. Et effectivement, lorsqu'on y goûte un peu, on a envie évidemment de poursuivre. Après, il faut que les conditions soient réunies pour que ça le soit. Donc nous arrivons au terme de cette émission. Est-ce qu'il y a des questions parmi le public? Oui, donc il y a un micro qui va circuler. Par rapport aux risques que vous encourez, je ne sais pas, les risques, le moindre pépin, on peut être mis en examen. La vie de famille, la vie professionnelle, puisque pendant que vous faites ça, vous ne faites pas autre chose, vous ne progressez pas dans votre vie professionnelle, et puis dans quelques années, si vous n'êtes plus élu, vous êtes peut-être pris du retard par rapport à vos collègues, sans compter les problèmes familiaux, puisque si on a des enfants, ils nous disent, tiens, samedi soir, on aimerait bien aller au concert, maman, papa, on pourrait y aller? Non, je peux pas, parce que je dois aller, j'ai une association, je dois y être, parce qu'on a beau dire qu'on a des adjoints, mais les gens, ils veulent voir le maire. Ils veulent pas le voir, voilà. Et si le maire, il vient pas, on va dire, le maire, il nous calcule pas. D'accord? Il n'a pas de respect vis-à-vis à nous. Donc, face à ça, j'ai beaucoup de respect par rapport à ce que vous faites, et heureusement que vous êtes là, parce que c'est vraiment un sacerdoce d'être maire aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a des matins où vous êtes dit, pour reprendre l'expression, mais qu'est-ce que je fais dans cette galère? Alors, moi, personnellement, jamais, parce que depuis que j'ai été élue, je ne me pose pas cette question. Il y a des petits bonheurs, comme je disais tout à l'heure, il y a des petits bonheurs quotidiens qui arrivent, hein, et ça, c'est ce qui me fait avancer, de faire de la joie, entre guillemets, de créer de la joie auprès d'un administré, parce qu'on aura réussi à lui enlever son problème. Non, alors je ne me pose pas cette question. Et puis peut-être que c'est une vocation, mais c'est vrai que quand on est lancé dans la vie politique, hein, je dis bien entre guillemets, on a envie de continuer, c'est forcément. Vos collègues? Pareil, je me suis jamais trop posé cette question-là, même si les arguments, évidemment, ils sont juste évidents, hein, ce que vous avez dit, mais voilà, le plaisir d'essayer de faire plaisir, pour moi, est plus important. Lorsqu'on aime ses habitants, lorsqu'on aime sa population, lorsqu'on aime son territoire, que se dire on est dans une galère. Oui, c'est compliqué, parfois, c'est compliqué, souvent, mais on gère parce qu'on aime notre commune. Ouais, effectivement, pareil aussi, on n'a pas ces moments de
de lassitude. Voilà, le mandat s'enchaîne, les choses s'enchaînent. En plus, effectivement, on travaille tous les trois. Voilà, donc il n'y a pas très peu de temps de pause. On n'a pas le temps de douter. Non, il n'y a pas d'introspection sur ce qu'on fait, sur comment on aurait dû le faire. Voilà, donc le doute ne s'installe pas. Voilà, alors il y a des matins où c'est peut-être un peu plus dur parce que les journées de la veille ou de l'avant-veille ont été un peu compliquées. Voilà, mais sinon, on est habituellement pas touché par ce type de... Voilà, je pense qu'il y a des collègues qui sont beaucoup plus secoués dans leur mandat, et physiquement, et moralement, et mentalement, par ce qui se passe. Je pense que là-dessus, pour ma part en tout cas, on est plutôt protégé de ça, donc ça pose pas de problème. D'autres questions? Oui, monsieur. Oui, merci. Oui, ça marche. Je ne sais pas si on m'entend bien. Alors, déjà, merci aux trois maires, parce que vous avez montré une image vachement humaine de ce que c'est, l'engagement de maire. Alors moi, la question, elle va être simple. Donc, quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier durant votre premier mandat, chacune et chacun? Alors, aussi bien sur le plan, on va dire, d'un bâtiment ou plus humain, d'ailleurs. Rattraper les moutons. Avoir rattrapé les moutons. Non, je décolle demain matin pour le Togo pour 10 jours. J'ai une association sur le village avec laquelle on fait de la coopération décentralisée, avec l'Eurométropole aussi, sur un village du Togo. Et là, on est vraiment dans la relation humaine pure. Voilà, donc c'est très chargé en matière humain, émotionnelle. Voilà, et on a cette sensation dont tu parlais tout à l'heure d'utilité. Voilà, donc je pense que ça, c'est vraiment un des projets qui me tient à cœur. Alors, on a vu l'aboutissement à Longeville de plein de projets comme ça, mais là, on est en train de travailler, et il se termine, ce projet-là. C'est un projet qu'on avait identifié lors de notre campagne municipale. C'était de refaire le parc du Pâtural, qui fait partie de la ville, et c'est le patrimoine longevillois. Donc, ce parc, il subit en ce moment une transformation, et puis il va être terminé, je pense, début janvier, fin décembre, début janvier. Donc ça, c'est vraiment l'aboutissement c'était un gros projet, c'était un travail de longue haleine, parce qu'on a fait venir, on a identifié plusieurs acteurs pour ce projet-là, et on a réussi à le voir sortir. On va le voir sortir début 2026. Voilà. Et pour Moyev, j'allais dire, c'est la transformation de l'entrée de ville. C'était une friche par le passé, il y a encore quelques années. Donc la transformation de l'entrée de ville va se terminer là, dans les jours qui suivent. Et puis la mise en place de la maison de santé. On a créé une maison de santé. Alors je parlais tout à l'heure de Tonlon. On a démarré le projet en 2020. Elle sera peut-être inaugurée au milieu d'année prochaine, puisqu'il a fallu mettre tout le monde autour de la table, fédérer une vingtaine de professions libérales de la santé pour créer un vrai pôle de santé à Moyèvre-Grande, et ça restera une de mes principales satisfactions. Et puis sur le côté plus humain, on a dynamisé tout un nombre de fêtes populaires, on a créé des fêtes populaires, on a rencontré beaucoup de personnes, et ça a été aussi une belle satisfaction. Merci. Il y a une ultime question, s'il y en a une. Non, c'est bon. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir joué le jeu de Sans Fil, de nous avoir permis de voir ce qu'il y avait un peu derrière l'écharpe de maire. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Merci, à bientôt.